Bonjour et bienvenue dans cet Au fil des pages consacré à la figure de Pierre Schoendoerfer, le cinéaste bien sûr et académicien. 19 mars 54, 19 mars 2012, Pierre Schoendoerfer avait tout donné pour devenir un homme. Et sur notre antenne, vous avez pu suivre, observer le parcours et l'héritage que nous laisse ce cinéaste de haut rang qui a redonné à l'armée française, peut-être après la débâcle de 1940, des lettres de noblesse, la dignité à une histoire militaire qui avait souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Pierre Schoendoerfer, donc, l'armée, l'histoire de ses films, ce personnage, qui est-il? Comment a-t-il traversé notre temps? Quelle image donne-t-il du cinéma et de ce genre bien particulier? On va en parler avec des personnes qui ne sont pas vraiment sur les mêmes registres, mais qui ont tous deux contribué à la notoriété, ou du moins à la compréhension du personnage de Pierre Schoendoerfer et à l'époque surtout qu'il a traversée. Alors il y a d'un côté Bénédicte Chéron, bonjour. Bonjour. Qui est auteur d'une biographie consacrée à Pierre Schoendoerfer qui s'appelle tout simplement Pierre Schoendoerfer aux éditions du CNRS. Et puis de l'autre, nous avons Maurice de Kervé-Noël, qui est homme d'affaires, qui était lieutenant en Algérie, qui est vice-président d'Hermès et président de Laurent Perrier. Vous êtes, je dirais, dans le luxe, mais vous n'avez pas toujours connu ce luxe précisément pour ce qui concerne l'époque dont nous allons parler, puisque au moment où vous intégrez HEC, vous partez pour l'Algérie et vous allez connaître, vous, tout ce qui représente la difficulté d'un homme exposé au front avec tous les choix qu'il convient de faire ou qu'il convient de ne pas faire. Ce sont ces choix aussi que Pierre Schoendoerfer a peut-être filmé au travers de ses films et de son œuvre. Bonjour Maurice de Kervé-Noël. Bonjour. Alors je précise que votre ouvrage n'est pas un ouvrage personnel, c'est un ouvrage qui s'inscrit dans un cadre collectif préfacé par Pierre Schoendoerfer, c'est aux éditions XO, et ça s'appelle « Harkis, soldat abandonné, témoignage », préface donc de Pierre Schoendoerfer, et votre section, votre contribution s'intitule « Homme d'honneur » précisément. Alors peut-être, Bénédicte Chéron, allons-nous commencer avec vous pour comprendre la personnalité de cet homme, Pierre Schoendoerfer, qui était associé à l'histoire militaire, à l'armée. Finalement, en se penchant quelque peu sur le personnage, on se dit qu'il y avait peu d'équivalents comme lui, que l'armée française ou peut-être que le cinéma n'a pas produit beaucoup d'images comparables. En termes de cinéma de guerre, effectivement, Pierre Schoendoerfer est un exemple très isolé dans le paysage cinématographique français. D'abord parce que le cinéma français s'intéresse peu au sujet de guerre, si ce n'est sur un plan assez politique ou idéologique en général. Et puis parce que Pierre Schoendoerfer est aussi un homme du grand large et que là encore, le cinéma français est un cinéma relativement intimiste. Donc voilà, Pierre Schoendoerfer a d'ailleurs puisé ses principales sources d'inspiration dans une littérature du grand large qui était notamment une littérature anglo-saxonne. Il a commencé par Joseph Kessel. Alors, Joseph Kessel, Philippe Conrad, Melville, Loti, etc. Mais c'est vrai que Joseph Kessel est un des auteurs qui le marque le plus, avec le livre Fortune carrée, qu'il lit alors qu'il est adolescent, sous l'occupation, dans la grisaille de l'occupation, et il se dit en lisant Fortune carrée que lui aussi voudrait faire de grandes choses. Voilà, donc c'est vraiment le point de départ. Et avant de s'intéresser à la condition militaire, Pierre Schoendoerfer a en fait d'abord le besoin de faire de grandes choses. Mais il ne se situe pas dans une filiation naturelle du cinéma, dans une école du cinéma qui pourrait l'introniser dans ce genre-là. Il arrive un petit peu au cinéma par défaut. Au départ, en fait, il veut faire de grandes choses. Il se dit qu'il est trop mauvais élève pour être écrivain. Il appartient à une génération où la littérature est quand même placée au sommet des arts, ce qui n'est pas le cas du cinéma, qui est encore un art mineur. Donc il se dit que le cinéma, ma foi, est plus accessible que la littérature. Et il a donc envie de faire du cinéma. C'est comme ça qu'il y arrive. Il cite rarement des références de films qui l'ont marqué, même s'il allait au cinéma adolescent comme tous les jeunes Français. Mais voilà, c'est d'abord la littérature qui l'a marqué et il arrive au cinéma un peu par défaut et par la littérature. Comme je le supposais en introduction, j'ai parlé de la débâcle de 40 à un moment où l'armée française a subi peut-être la pire défaite de son histoire. N'est-il pas paradoxal qu'un homme, justement, veuille filmer l'armée alors que, précisément, cette armée est quand même recouverte à présent de la honte de la défaite? Alors, il n'avait pas d'abord pour ambition de filmer l'armée, il voulait faire du cinéma et en fait, il entre dans l'armée et il devient caméraman des armées en Indochine en 1952. Là encore, par un détour, en fait, il découvre dans le Figaro, par un certain nombre d'articles sur les reporters et cinéastes de guerre en Indochine, que ce service cinématographique des armées existe. Et il se dit, après tout, je peine à entrer dans le monde du cinéma, qui est un monde très clos et très fermé. Peut-être qu'en prenant ma caméra et en partant en Indochine comme militaire, je vais trouver là une voie d'entrée dans le cinéma. Alors, il n'a rien contre la chose militaire, parce qu'il appartient à une génération, encore une fois, pour qui entrer dans l'âge adulte en faisant la guerre était une... Voilà, j'allais dire une routine, mais en tout cas une habitude qui se répétait de génération en génération. Il avait fait son service militaire et n'avait pas eu de grandes affinités avec la vie de caserne, même s'il avait trouvé que
crapahuter en montagne était quelque chose de plutôt sympathique. Il était dans les chasseurs alpins. Donc voilà, il connaît l'armée comme tout jeune homme de sa génération. Et finalement, c'est en Indochine qu'il va vraiment faire connaissance avec les hommes qui composent l'armée, qu'il va vivre avec eux, qu'il va souffrir avec eux. Et c'est là que le lien va se créer. Il aimait l'armée d'abord ou l'aventure ? L'aventure d'abord. C'est d'abord un homme d'aventure avant d'être un militaire. Il n'est militaire que par ce passage en Indochine et il en garde une fidélité indéfectible. Voilà, il est d'abord un homme d'aventure. Où il accepte quand même de prendre la place de quelqu'un, d'un de ses amis qui a été tué. Alors, il va aller à Dien Bien Phu, notamment parce que il a été blessé juste avant la bataille de Dien Bien Phu, alors qu'il était sur les lieux, et donc il a été rapatrié à Hanoï, et il repart à Dien Bien Phu, volontaire, parce qu'effectivement, le photographe et le caméraman qui ont été envoyés, ont l'un été blessé et l'autre tué, juste en sautant sur Dien Bien Phu. Donc lui, il va partir et arriver à Dien Bien Phu, alors selon les dates, entre le 17 et le 19 mars 1954. Donc il y avait quand même un investissement supérieur à celui de l'aventurier Bien qui sûr, prend des distances par rapport à l'événement. Ce lien qu'il crée avec les jeunes officiers, avec les hommes de terrain qu'il rencontre en Indochine, est un lien qui prend une place très importante dans sa vie et qui n'est pas du tout un lien secondaire ou négligeable, loin de là. J'ai cité cette première phrase, Maurice de Kervey-Noël, qui est celle en fait de l'aumônier militaire Blaise Rebotier lors de la cérémonie précisément des obsèques de Pierre Schoendoerfer, qui était recteur de la cathédrale Saint-Louis des Invalides, donc en accueillant le cercueil drapé de tricolore. Cette phrase, Pierre Schoendoerfer avait tout donné pour devenir un homme. Est-ce que vous connaissiez cette figure au moment où vous vous apprêtez à partir pour l'Algérie ? Est-ce que vous avez une idée même que ce personnage existe ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis parti parce qu'on devait faire son service militaire, que j'étais HSC. J'avais été un petit peu écœuré de voir la plupart des gens de ma promotion trouver des stages et tout faire pour ce défilé. Alors que dans mon village en Bretagne, le malheureux fils de cultivateur de base était appelé. Ça m'a paru injuste de ne pas partir moi-même. Bon, je n'étais pas spécialement Algérie française. Donc le sens du devoir d'abord. Voilà, sens du devoir. Je dirais goût de l'aventure. Et puis dans ce que vient de dire Bénédicte Chéron, il y a une chose importante. De mon point de vue, moi j'ai rencontré à l'armée des guerriers et des militaires, mais c'est pas la même race. Le militaire aime la vie de carrière, la vie de caserne, son avancement. Le guerrier, c'est quelqu'un qui aime le combat, la camaraderie, le risque, etc. Et moi j'ai été beaucoup plus attiré par cet aspect, je dirais, du crapahut et de la guerre que par l'aspect purement militaire de la chose. Vous êtes d'abord un guerrier. Je ne sais pas si je suis un guerrier. Mais la guerre vous a révélé ? Est-ce qu'elle a révélé quelque chose en vous ? Justement, cette phrase précisément, il a tout donné pour devenir un homme. Est-ce qu'on devient un homme à ce moment-là ? Tout à fait. C'est pour ça que, vous savez, j'ai écrit à titre personnel un livre que j'ai appelé La Toche Prétexte. Parce que, vous savez, la Toche Prétexte, je crois que c'est ce qui permettait aux Romains de passer à l'âge adulte. Et j'ai considéré que la guerre d'Algérie m'a fait passer à l'âge adulte. J'ai quitté HSC, j'étais un jeune privilégié, dans une école promis un bon avenir, avec une famille bourgeoise. Et ma sœur me disait l'autre jour que quand elle m'a vu revenir, elle était un peu terrifiée. J'avais les traits émaciés, j'étais bronzé. Et elle m'a dit « T'avais même l'air méchant ». Donc c'est pour vous dire que je n'étais plus le même. Et je crois que la guerre, c'est réellement une aventure et une vraie rupture dans une vie d'homme. Alors on connaît d'autres expériences importantes, l'amour, les enfants et autres. Mais c'est une expérience qui s'apparente à rien et il y a vraiment un avant et un après. La guerre, je dis toujours, c'est jalon de la durée. On dit avant ou après la guerre. C'est sacral, on dit le baptême du feu, si vous voulez. Donc c'est quelque chose, je pense, sans du tout faire l'apologie de la guerre, qui en soit quelque chose de mal, je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental dans la vie d'un homme. Alors évidemment, on connaît la 317e section, le Krap-Tambour, Dien Bien Phu, ainsi de suite. Comment Bénédicte Chéron, Pierre Schoendoerfer, filmait-il la guerre ? Alors il a voulu la filmer avec son premier grand film qui est la 317e section, qu'il tourne en 1964 en retournant dans l'ancienne Indochine, puisque ce film est tourné au Cambodge, et il a voulu tourner ce film et filmer la guerre comme lui avait vécu la guerre, c'est-à-dire qu'il l'avait vécu caméra au point déjà, et en plaçant sa caméra à hauteur d'homme. Ce qui l'intéresse, Pierre Schoendoerfer, c'est pas la guerre dans son déferlement de feu ou du coup à l'écran dans son déferlement d'effets spéciaux, c'est ce que vit l'homme. Ce n'est ni Apocalypse Now ni Platoon. Voilà, on dit toujours que c'est un peu l'anti-Apocalypse Now et l'anti-Platoon, mais effectivement ce qui l'intéresse c'est le destin de l'homme en guerre, et c'est un peu ce que vous disiez Maurice de Kervey-Noël, c'est que pour lui, vraiment, la guerre a été une expérience initiatique extrêmement forte, brutale et douloureuse, parce qu'après la défaite de Dien Bien Phu, il en a aussi connu la captivité. Il y est devenu homme et il a vu mourir des gens à ses côtés, des jeunes hommes de son âge, qui étaient déjà des chefs pour certains, qui étaient lieutenants et capitaines, des jeunes lieutenants. Et il en a été très marqué et c'est cela qu'il a voulu montrer. C'est comment l'homme
se réalise dans la guerre, non pas parce que la guerre est un bien, et ça il insistait beaucoup là-dessus aussi, mais parce que la guerre est un cadre paroxystique, un cadre extrême, et comme il y a la mort au bout du chemin, eh bien l'homme est amené à donner le meilleur ou le pire de lui-même. Donc c'est vraiment ça qui l'intéressait, et donc il a filmé la guerre à hauteur d'homme. Vraiment, je crois que c'est ce qui est important à retenir. À hauteur d'homme, ça veut dire qu'il entre dans l'intimité des hommes et pas seulement dans le spectacle qu'ils donnent d'eux-mêmes. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer comment évolue l'homme dans la guerre. Donc sa caméra, dans la 317e section, est un soldat de la section. Elle suit les hommes et on voit ces hommes dans leur fuite dans la jungle, avec la menace des attaques Viet Minh, dans cette guérilla, avec le climat, la pesanteur de ce climat, se défaire et en même temps se révéler à eux-mêmes. C'est vraiment ce qui l'intéressait, non pas forcément à grand renfort de dialogue psychologisant, parce que là encore il y a peu de dialogue, c'est plutôt un cinéma assez pudique. Mais voilà, il y a cette force de ce cinéaste qui, ayant connu la guerre lui-même, en peu de mots et peu de gestes, si je puis dire, arrive à faire sentir ce qu'était cette guerre d'Indochine. Est-ce qu'il fera le choix dès le départ du cinéma ou est-ce qu'il a hésité avec le documentaire? Au contraire, est-ce qu'il est parti avec l'idée de faire un film et puis d'évoluer vers le documentaire, voyant que le film était plus délicat? Alors, la 317e section a dès le départ été un récit de fiction. Hein. C'était vraiment son intention. Il en a fait un scénario, en fait. Un premier scénario. Son producteur, donc Georges de Borgard, a refusé le scénario. Donc, il en a fait un roman qui est paru juste avant, en 1963. Et là, le producteur est revenu vers lui et a bien voulu en faire un film. Donc, mais c'est bien d'abord un récit de fiction. Simplement, c'est une fiction qui est tellement réaliste que, effectivement, au moment de la sortie de ce film, ça a provoqué une espèce de sidération dans la presse et chez les critiques de cinéma qui ont eu l'impression de voir un documentaire extrêmement véridique sur la guerre d'Indochine. Maurice de Kervé-Noël, quand vous regardez un film de Pierre Schoendoerfer, vous vous dites voilà, ça a correspondu à ce que j'ai vécu. Est-ce qu'il y a une façon de voir la guerre qui peut être communicable? Alors, d'abord, je dirais qu'il y a guerre et guerre. Moi, j'ai été très frappé, je viens de relire récemment les lettres de mon grand-père, qui a fait la conquête de Maroc aux côtés de Mangin et de Lyautey. Et ces lettres, j'aurais presque pu les écrire. C'était des combats d'hommes au soleil, virils, etc. Puis, il a fait une très brillante guerre de 14, et la guerre de 14, c'était l'horreur. Hein, les boucheries, les préparations d'artillerie, les gaz et autres. Et donc, je pense déjà qu'on ne parle pas de la même guerre. Hein, c'est pas le même combat. Je pense d'autre part que c'est pas le même combat quand vous êtes dans une guerre coloniale, que vous défendez le pays contre un envahisseur nazi, par exemple. On n'est pas dans la même logique. Donc, je pense qu'il y a des guerres. Par contre, il y a des constantes. Je voudrais aussi souligner que la guerre que j'ai faite... Mais Pierre Schoendoerfer a filmé, une guerre coloniale. Une guerre coloniale, donc tout à fait. Donc ça correspondait à ce que vous avez vécu. Alors c'est pour ça que je voulais dire... Même si à l'époque on ne disait pas guerre coloniale. Non, voilà. Alors à une réserve près, si vous voulez, c'est que la guerre d'Indochine a été quelque chose, si je puis dire, dans la hiérarchie des guerres coloniales, quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que la guerre d'Algérie. Moi j'ai terminé avec un gros commando de chasse, j'avais 14 sous-officiers sous mes ordres alors que j'avais 25 ans. Tous ceux qui avaient fait l'Indochine en avaient gardé une nostalgie incroyable et considéraient que la guerre qu'on faisait nous était une guerre qui était bien, mais qui était un petit peu de deuxième ordre. Donc du maintien de l'ordre. Voilà. Alors par contre, il y a d'énormes constantes. Moi j'ai été fasciné dans la 317e section parce que le sous-officier Wilsdorf était alsacien. Moi j'avais un sous-officier alsacien qui avait fait la guerre dans l'armée allemande, qui avait même accent de Wilsdorf, et la même technicité. Et moi, j'étais un jeune sous-lieutenant frais et moulu de Saumur. Je n'avais pas 22 ans comme le héros Thorens de la 317e section. J'en avais 24, mais c'était, si je puis dire, le même profil et les mêmes rapports entre un technicien de la guerre. Et donc, ce qu'a raconté dans la 317e section, c'est tout à fait ce que j'ai vécu, avec d'une part des choses moins dures et des choses plus dures. C'est-à-dire les choses moins dures, c'est que, sans du tout porter atteinte aux qualités guerrières de nos ennemis FLN, ils étaient quand même beaucoup moins doués et, je dirais, brillants dans le combat que pouvaient être les Vietnamiens. Enfin, je veux dire que c'était assez exceptionnel, et c'est ce que m'ont toujours dit les sous-officiers qui y avaient été. Et je dirais moins dur parce qu'il n'a pas vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire l'abandon brutal des harkis. Et qu'est-ce que, du matin au soir, on a annoncé qu'ils ne viendraient pas. J'ai voulu les faire entrer dans l'armée, on m'a expliqué qu'ils étaient en mauvaise santé, alors que c'était des types étonnamment costauds. Et donc, sur 78 harkis, il y en a eu que 2 qui ont été pris dans l'armée, et moi, j'ai pu en ramener entre 20 et 30. Mais entre-temps, ils ont tous débarqué dans mon bureau, et vous voyez, quand on a 25 ans et que vous voyez les types vous jeter sur votre bureau la Légion d'honneur, les croix de guerre d'Algérie, d'Indochine, il y en avait même un vieux qui avait fait Monte Cassini, etc. Et c'est quelque chose d'extraordinairement dur psychologiquement, vous voyez. Donc il y a une dimension psychologique, par le fait même qu'en Indochine, c'était un corps expéditionnaire qui avait
quand même des relations avec la population civile, et il y a eu aussi des moments d'arrachement. Il y a eu des abandons difficiles, le célèbre abandon par Elie de Noix de Saint-Marc du village où il était en poste au nord de la frontière vietnamienne, à Talung, qui a été aussi un abandon, un arrachement, je crois. Un arrachement. Alors cette dimension était très présente, vous, pour la guerre d'Algérie. D'ailleurs, on peut le dire, Maurice de Kervenel, vous allez mettre ensuite en place des moyens de subvenir aux besoins et de sauver des familles qui vont se retrouver... J'ai ramené contre les pouvoirs publics, alors que j'étais un jeune sous-lieutenant appelé, j'ai ramené juste avant l'indépendance tous les musulmans volontaires qui ont voulu rentrer en France, que j'ai mis chez mon beau-frère qui avait une propriété viticole avec des bâtiments vides, et qu'ensuite on a reclassé et suivi dans les années qui ont suivi après. Donc ça, évidemment, ça représente aussi un engagement qui est directement lié à cette implication et à cette proximité avec la population civile et puis avec les soldats supplétifs qui étaient parmi vos subordonnés. Ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que la guerre crée une camaraderie qui peut aller jusqu'à donner sa vie pour ses soldats. Et moi, ça me paraissait impensable de rentrer dans le confort de la société française et de me dire que j'allais laisser des gens qui, pour moi, c'était évident, au-delà des accords d'Évian, ils seraient égorgés. La notion d'honneur, toutes les valeurs incarnées par la dimension militaire, ça, Pierre Schoendoerfer y était très attaché, Bénédicte Chéron? Il y était très attaché, il était attaché à des hommes qui pratiquaient ces valeurs, en fait. Il a une grande fidélité à l'institution militaire, mais l'institution l'a parfois un peu déçu, malgré tout, notamment quand il a voulu aborder le sujet de la guerre d'Algérie avec l'honneur d'un capitaine en 1982, où en fait... des officiers très haut placés lui ont plutôt mis des bâtons dans les roues et lui ont déconseillé d'ouvrir ce dossier difficile de la guerre d'Algérie et spécialement de la torture et de la pratique des interrogatoires. Il en a été très déçu et ça se voit d'ailleurs dans le film, encore plus que dans le scénario, donc il a vraiment probablement été très déçu au fil de cette aventure où en fait les officiers généraux n'ont pas très bonne presse dans l'honneur d'un capitaine. Il y a notamment une figure d'un officier qui est assez veule, qui se dédouane de toutes ses responsabilités, de toutes celles qu'il avait pendant la guerre d'Algérie. Donc, il y a ça aussi chez Pierre Schoendoerfer. Mais c'est quelqu'un qui, par fidélité, est reconnaissant, par principe, à l'institution militaire, et trouvait qu'il y avait dans la capacité de ces hommes à se plier à une discipline, à rentrer dans un cadre hiérarchique, et donc à accepter, ce qui demande un peu d'humilité, à s'effacer derrière un ordre qui est supérieur à eux, une grande valeur, et c'est quelque chose qu'il a montré dans ses films, même s'il a montré aussi la désobéissance des militaires au moment du putsch avec le Krapp-Tambour. Donc il a une vision un peu plus nuancée que simplement, on pourrait dire, pour être un peu rapide, un militariste engagé. C'était pas un communicant de l'armée. C'était pas du tout un communicant de l'armée. Il a parfois eu des difficultés avec l'institution, même par exemple pour l'usage de ces images d'archives tournées en Indochine. Enfin voilà, donc il n'était pas là pour faire la publicité de l'armée, même s'il a tourné des documentaires pour la télévision pour l'institution militaire. Voilà, il avait un rapport assez nuancé en fait, et c'est surtout les hommes qui l'intéressaient, plus que l'institution elle-même finalement. Alors, Bénédicte Chéron, Pierre Schoendoerfer aux éditions du CNRS, puis Maurice de Kervenel qui est avec nous, homme d'affaires, qui était lieutenant en Algérie, avec Harki, soldat abandonné, témoignage préfacé par Pierre Schoendoerfer. Vous disiez tout à l'heure, Bénédicte Chéron, qu'il avait dû mettre en roman un scénario qui n'avait pas été pris, mais ça veut dire qu'à l'époque, ça n'intéressait personne ? Alors, la guerre d'Indochine n'a jamais intéressé personne, il faut... Mais la guerre en soi, quand même, toujours personne. Quand on voit ce que les Américains en font de la guerre au cinéma. Oui, mais ils ont un rapport avec la guerre du Vietnam qui n'est pas le rapport qu'on a avec la guerre d'Indochine, parce que la guerre d'Indochine était... Alors, vous allez me dire qu'elle était lointaine aussi pour les Américains, mais en tout cas, pour nous, c'était une guerre vraiment lointaine, qui est venue juste après la Seconde Guerre mondiale, qui précède la guerre d'Algérie, donc qui est quand même prise en sandwich entre ces deux traumatismes très lourds de la mémoire nationale française. Ce n'était que des engagés, il n'y avait pas d'appelés. C'est un moment où l'antimilitarisme était quand même de plus en plus virulent en France. Le Parti communiste était extrêmement puissant et qualifiait cette guerre de sale guerre. On sait que les militaires partaient le plus discrètement possible de Marseille et rentraient le plus discrètement possible, que les cercueils des soldats morts, pour ceux qui pouvaient revenir, étaient rapatriés pareil dans le plus grand secret. Donc voilà, il y a un contexte idéologique qui est probablement plus complexe que celui que les Américains ont entretenu avec la guerre du Vietnam. On sait aussi que les Américains ont cette espèce d'extraordinaire capacité à porter à l'écran dans des délais assez courts, ce qui traumatise leur mémoire nationale, alors que nous, on a plutôt une certaine difficulté à le faire pour des tas de raisons historiques de rapport à notre histoire, à notre passé. C'est une leçon quand même, parce que c'est ce qui explique aussi le fait qu'il n'y ait pas eu 36 000 Pierre Schoendoerfer. Sur la guerre d'Indochine, c'est sûr qu'il y a peu de films. Sur la guerre en général, sur la guerre en général, il y a peu de films. Et parce que, là encore, on a aux États-Unis des relations assez étroites entre les milieux militaires et les milieux du cinéma. On sait que Hollywood est une des armes stratégiques des États-Unis. C'est partie intégrante de la stratégie américaine dans ce qu'on appelle maintenant le soft power, même si c'était pas ça à l'époque. Alors que le cinéma en France est un milieu très coupé des questions stratégiques et militaires. Ça, c'est évident qu'on est dans une césure qui est beaucoup plus forte. Bénédicte Chéron, Maurice. Au fil des pages consacrées à la figure de Pierre Schoendoerfer, lauréat de l'Académie, que l'on connaît bien ici au travers de multiples émissions
que nous avons consacré à cette grande figure qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'est Maurice de Kervénoël qui nous en parle avec son témoignage dans un ouvrage intitulé « Harkis, soldat abandonné », préfacé par Pierre Schoendoerfer, et Bénédicte Chéron, qui est l'auteur d'une biographie aux éditions du CNRS. Alors on s'interroge à la fois, c'est un regard croisé entre le personnage, son itinéraire, ce qu'il a voulu transmettre, et la vie réellement vécue au combat, celle que Maurice de Kervénoël raconte et dont il nous parle en particulier. Quand vous avez des films de cette nature-là, Maurice de Kervénoël, est-ce que vous dites c'est bien que des cinéastes transmettent cette mémoire-là, parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur l'Algérie, ça permet de lever certains tabous, et donc qu'il y ait une communication qui se fasse, que le cinéma s'en empare. Est-ce que vous dites en soi, c'est plutôt positif qu'on en parle ? Moi, je trouve que c'était extrêmement positif, parce que d'abord, ça fait partie de l'histoire du pays, c'est quelque chose que nous avons vécu, et donc je crois que c'est très bien que ce soit rapporté. Ce que j'ai trouvé tout à fait remarquable dans les films de Pierre Schoendoerfer, c'était leur authenticité technique. Parce que très souvent, on voit des films qui, sur un plan militaire, sont tout à fait discutables sur le plan de la technicité. On a l'impression de voir quelque chose de bricolé, ce qui n'est pas du tout le cas ou d'invraisemblable. Et ce qui donne, quand on a fait soi-même la guerre, une très grande intensité à ces films. C'est pour ça que, moi, personnellement, je ne raffole pas des films de guerre, parce que j'ai pas forcément envie de revivre tout. Alors, le réalisme, c'est quand même la patte, peut-être, de ce cinéaste. Il avait un grand attachement à reproduire très, très exactement ce qu'était le matériel des militaires dans cette situation, etc. Alors, pour la guerre d'Indochine, c'était pas très compliqué parce que c'était vraiment une guerre de pauvres et le matériel était de briquet de broc. Donc, finalement, il a réuni du matériel de briquet de broc pour ses films sur la guerre d'Indochine et c'était suffisant. Mais pour l'Algérie, ou en plus, pour l'honneur d'un capitaine, en l'occurrence, il n'a pas eu de soutien de l'armée. Donc, il a fallu qu'il se débrouille tout seul et il s'est quand même débrouillé pour avoir les hélicoptères qui correspondaient, le matériel qui correspondait, etc. Il avait vraiment cet attachement. Il avait cet attachement au respect de l'uniforme, au respect des décorations, parce qu'il estimait que ce n'était pas secondaire, que ça fait la vie des militaires, que en situation de guerre, l'armement fait la vie des militaires puissance 10, et que donc il y avait une importance à respecter ces détails-là, même si le spectateur ne se rend pas forcément compte quand il n'est pas connaisseur que c'est le bon fusil, la bonne veste de treillis, etc. Mais c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, parce que lui-même, ayant connu le terrain de la guerre, avait envie de reproduire ce qu'il avait vu et non pas une fiction absolument détachée de la réalité. Et donc, tournait-il ces films dans des conditions d'exigence telles que certaines scènes devaient être constamment rejouées ? Alors, il faisait peu rejouer parce que, alors ça, Jacques Perrin le dit souvent, c'était un très bon directeur d'acteurs. Donc, très spontanément, il arrivait à leur expliquer ce qu'il attendait d'eux. Et les scènes étaient rarement rejouées. Également parce qu'il essayait de faire vivre ses comédiens dans les conditions les plus proches de la réalité de la guerre, et que donc il disait que si on fait rejouer la mort 10 fois au même homme, il y a un moment où ce n'est vraiment plus que du jeu et il n'y a plus aucune vérité dans l'action de mourir, si je puis dire. Donc il avait cet attachement-là à faire évoluer ses comédiens dans des conditions très réalistes. C'est particulièrement le cas pour la 317e section, qui a été tournée dans la jungle, en conditions de mousson, dans l'ordre du scénario pour que les acteurs maigrissent au fur et à mesure de la déchéance de leurs personnages, etc. Donc on est vraiment, même dans la manière de tourner, dans un très grand réalisme. Maurice de Kervénoël. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Bénédicte, et je trouve que quand je disais l'authenticité, il y a aussi, et vous le dites très bien, l'authenticité des sentiments entre les personnages qui est suggérée. Et je trouve que c'est très fort, et je pense pas à Platoon, mais je pense à certains films américains où on voit des officiers extraordinairement généreux, l'honneur de l'Amérique et autres, ce qui n'est pas la réalité. Je veux dire, la réalité, on a chaud, on transpire, on a peur. C'est sordide des hommes au combat, et les sentiments sont bruts et authentiques, et c'est très très bien rendu. De ce point de vue, Maurice de Kervénoël, c'est ce que vous nous dites, il n'y a pas de dimension de propagande. Non, pas du tout. Non, il n'essaye pas de montrer des militaires qui seraient à tout prix des gens extraordinaires. Il n'en fait pas des héros aux capacités surhumaines. Jamais ils n'abattent à eux seuls des dizaines d'ennemis. Enfin, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Voilà. Aussi parce que ce sont des guerres où, de fait, il était impossible d'abattre des dizaines d'ennemis d'un coup, vu le matériel dont l'armée française était dotée. Mais voilà, il n'a pas du tout cette envie de montrer des hommes hors du commun. S'ils sont hors du commun, c'est simplement parce que quotidiennement, dans un contexte extrêmement brutal, ils essayent de vivre le mieux possible. Donc il y a une espèce de parabole des vertus héroïques au sens chrétien du terme, si je puis dire. En fait, c'est vraiment l'héroïsme réel qui les rend hors du commun. Voilà. Tout à fait. Et puis, je pense que ce qui est assez étonnant aussi, c'est le conflit qu'il y a à un moment donné et que j'ai vécu entre Wilsdorf, qui est un sous-officier, technicien de la guerre, et qui, lui, est prêt à abandonner les blessés, ou éventuellement, on l'imagine prêt à torturer s'il fallait, parce que, coûte que coûte, faut sauver la section, réussir la mission.
Et Thorens, qui est un jeune homme sorti de Saint-Cyr, probablement chrétien, avec des valeurs humanistes. Et ça, moi, je l'ai vécu. Je veux dire que j'ai eu un conflit lourd avec un sous-officier qui voulait absolument, on avait des prisonniers Félaga dans notre poste et on allait les transférer à l'autorité supérieure. Et il voulait absolument les torturer. Et j'ai eu un conflit, mais brutal avec lui, en lui disant que s'il touchait un de ses cheveux, je le traînais devant les tribunaux, enfin, etc. Et je pense que ce rapport entre le vieux guerrier recuit, en oubliant la morale parce que prime l'action et l'efficacité, et le sous-lieutenant qui a encore des valeurs, peut-être que 20 ans après, il ne les aura plus, parce que la guerre les aura usées. Vous voulez dire que Schoendoerfer a bien montré ça aussi ? Très. Cet écart qui peut exister entre deux tempéraments au moment où on fait des choix. Tout à fait. C'est dans la 317e section, c'est assez au début, c'est-à-dire qu'il y a des hommes blessés, ils ont beaucoup plus de chances de s'en sortir si on abandonne les blessés, ce qui paraît la logique d'un point de vue militaire. Et le sous-lieutenant ou le lieutenant pur et dur ne veut pas. Et comment peut-on, Maurice de Kervenoël, continuer à commander un homme avec lequel on a été gravement en conflit sur une question cruciale ? C'est là où intervient le charisme personnel. Et je pense que seule la démonstration du courage devant les hommes leur donne le sentiment que vous n'êtes pas une lopette efféminée, enfin comme diraient les sous-officiers, mais que vous êtes un chef, et donc à ce moment-là, vous imposez vous ne pouvez, à l'armée, si vous voulez, à la guerre, on ne s'impose que par l'exemple. C'est effectivement, je confirme ce que vous dites, parce que Pierre Schoendoerfer avait une grande admiration pour les lieutenants et les capitaines, parce qu'il estimait que c'était les officiers qui étaient sur le terrain, que beaucoup étaient jeunes, et qu'en fait, il voyait aussi en eux des éducateurs, en quelque sorte, des hommes qui étaient en dessous d'eux. Et les sous-officiers permettent aux jeunes officiers d'accoucher à leur vocation militaire, en quelque sorte, tandis que le jeune officier permet aux sous-officiers de s'élever dans l'exercice militaire. Et pour Pierre Schoendoerfer, ses lieutenants et ses capitaines comptaient d'autant plus qu'il avait quand même en mémoire l'exemple du lieutenant Tom Morel aux Glières, sur le plateau des Glières, qui est une figure qui l'a énormément marqué, qui était pour lui vraiment une figure christique, il le disait. Et il parlait de cette figure, de l'exaltation de la joie chrétienne jusqu'au bout, y compris dans le sacrifice de sa vie. Voilà, c'est vraiment pour lui, la figure du lieutenant Tom Morel, elle demeure dans l'idée qu'il se fait des lieutenants d'Indochine puis d'Algérie. Alors Pierre Schoendoerfer recevra de nombreuses récompenses, j'en cite quelques-unes. En 65, la 317e section, qui obtient le prix du scénario à Cannes, la section Anderson, Oscar et nombreuses distinctions internationales avec un film, il réalise au Vietnam avec Dominique Merlin, un film documentaire avec l'armée américaine, donc c'est celui-là précisément qui obtient de nombreuses distinctions. L'Adieu au roi obtient le prix interallié. On passe également à... Dien Bien Phu sera tardif, 92. C'est une question que je voulais vous poser. Pourquoi a-t-il tourné si tardivement ce film ? Alors probablement parce qu'il n'y avait pas pensé avant. C'est un projet qui lui est arrivé entre les mains. C'était trop dur pour lui ? On lui a demandé de le faire. C'est pas lui qui a eu l'idée. Ça lui est arrivé entre les mains, par les mains du producteur qui était Jacques Kirchner, qui est un producteur aux accointances trotskistes non dissimulées, qui lui-même avait eu la possibilité de lancer ce film et de le tourner au Vietnam, par des relations plus ou moins officielles entre le pouvoir mitterrandien et ceux qui à l'époque faisaient le pont entre le Vietnam communiste et Paris. Donc on est là dans un jeu politique et géopolitique qui dépassait un petit peu Pierre Schoendoerfer. Le film s'en ressent un peu d'ailleurs. Et le film s'en ressent un peu, et également parce que Pierre Schoendoerfer lui disait, il a eu peur de faire ce film. D'abord parce que c'est un film qui montre une bataille, contrairement à ses films précédents, donc il y a forcément plus de puissance de feu, plus d'effets spéciaux, plus d'hommes, plus de figurants, donc il n'est pas dans les conditions habituelles de ses tournages. Et puis parce que tourner au Vietnam un film sur Dien Bien Phu, c'est pour lui extrêmement douloureux, même si ça n'a pas été tourné à Dien Bien Phu même. Il est allé plusieurs fois pendant le tournage à Dien Bien Phu. Il a dit avoir ressenti, en marchant sur ces collines, à nouveau tout le poids des morts qu'il a connus là-bas. Donc ça a été quelque chose d'assez éprouvant, oui, ce tournage, même si ça a été une expérience hors du commun pour lui et pour les comédiens, nombreux figurants qui étaient, pour certains, soit des militaires français, soit des militaires vietnamiens, héritiers des unités qui avaient elles-mêmes combattu à Dien Bien Phu en 54. Alors, donc, je voulais vous poser la question tout à l'heure. Le monde du cinéma, lui a-t-il été redevable à la fois de ses récompenses, quand même, de ses distinctions, et de sa manière réaliste de filmer et de montrer justement une facette de l'humanité qui soit positive dans le drame? Alors, jusqu'au Crabe-Tambour, Pierre Schoendoerfer bénéficie d'une certaine aura, parce que la 317e section a été un grand film qui a marqué les esprits, qui a été reconnu pour ses qualités cinématographiques, qui a été salué par la critique de la presse d'extrême gauche à la presse d'extrême droite sans aucune réserve. Donc cette entrée glorieuse dans le monde du cinéma lui a permis d'acquérir une certaine notoriété, une certaine reconnaissance. Cela dit, dès le départ, il a quand même toujours été l'ancien combattant de la sale guerre pour les milieux du cinéma qui étaient plutôt marqués à gauche dans les années 60 et 70. Et puis dès qu'il est entré sur le terrain mouvant et chaotique de la guerre d'Algérie,
un petit peu avec le crabe-tambour et surtout avec l'honneur d'un capitaine. Là, la critique a été beaucoup plus hostile. On a commencé à l'accuser effectivement d'être un colonialiste, pour certains même de colporter des valeurs racistes dans le crabe-tambour, ce qu'il faut quand même aller chercher très très loin pour les trouver. Mais voilà, donc il y a eu à ce moment-là un peu plus de distance. Il faut dire que Pierre Schoendoerfer n'était pas vraiment du monde du cinéma, même s'il a entretenu des amitiés fidèles avec un certain nombre de personnalités du cinéma. Alors précisément, on l'associe à des noms comme Bruno Kremer, Jacques Perrin, Jean Rochefort. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cet entourage du cinéma qui va quand même aussi être reconnu à travers lui? Bien sûr, et puis il y avait ces comédiens qui sont la facette visible de cet entourage du cinéma, et puis il y a aussi son chef opérateur, Raoul Coutard, qui était lui aussi caméraman des armées en Indochine, et avec qui il a fait toute sa carrière cinématographique et qui a été le chef opérateur de la Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard, donc un personnage reconnu du cinéma français. Son producteur, Georges de Borgard, qui a été le producteur de la Nouvelle Vague également. Donc il y a un milieu qui tourne autour de Pierre Schoendoerfer, il y a une espèce de tribu, un clan. Et en fait, ces hommes se retrouvent régulièrement par fidélité, pas par principe, pas parce qu'ils se sont jurés de toujours travailler ensemble, ou voilà, c'est pas du tout dans ce genre de serment artificiel, mais parce qu'il y a une fidélité et des hommes qui finalement, malgré leurs différences d'origine sociale, d'origine culturelle, se retrouvent dans un certain respect de la parole donnée, de valeurs humaines, de fidélité. Voilà, je crois que vraiment Jacques Perrin, Bruno Kremer, Claude Rich, Jacques Dufilot également, voilà, sont vraiment des hommes qui, au-delà de leurs différences idéologiques qui existent, se sont retrouvés sur des projets par fidélité et par honneur, en quelque sorte. Il a su les fidéliser, les rassembler. Oui, parce qu'il y avait quelque chose qu'il partageait. Maurice de Kervé-Noël, est-ce qu'il y a des choses à la guerre qu'on ne peut pas filmer, qu'on ne doit pas filmer? Je distinguerai les deux. Comme on dit, c'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Je pense qu'il y a des choses difficiles. Il y a d'abord des blessures. Puisqu'on parlait du réalisme. Oui, c'est ça. Il y a des blessures, des choses. Ça n'apporte peut-être pas grand-chose de faire des films sanguinolents. Il y a le problème de la torture. Je pense que c'est un problème douloureux et c'est difficile de l'évoquer, spécialement dans le contexte français. Je pense que tout n'est pas montrable, si vous voulez. Au-delà de l'aspect sanguinolent, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vécues et sur lesquelles il est très difficile de revenir ou de communiquer? À titre personnel, si vous voulez, il y a peu de choses par tempérament sur lesquelles je ne peux pas revenir, que ça soit même, je vous dis, la torture ou autre. Je n'ai pas d'état d'âme à évoquer ces choses-là. Je pense que le pays n'est peut-être pas mûr pour comprendre un certain nombre de choses et que la communication en est probablement difficile. Parce que les choses sont extraordinairement nuancées. Si vous voulez, je peux parler, si vous voulez, une minute de la torture. Oui, précisément, allez-y, parce que justement, ça permet de comprendre la nuance que vous voulez mettre. Je pense, et je le dis d'autant plus librement, je ne l'ai pas fait. J'avais pris l'engagement en partant, parce que je pensais bien qu'au bout d'un moment, on se mitridatisait, si je puis dire, mais je m'étais pris l'engagement personnel de ne pas me laisser aller à ça. Mais prenez un cas de figure qui était un cas de figure classique. Vous êtes sur une route, vous êtes sous-lieutenant, vous avez 23-24 ans, vous avez un camion, ce qu'on appelait un GMC, avec 20-30 jeunes dedans de 18 ans, et vous attrapez un homme et vous savez qu'il a posé une mine. Et vous êtes obligé de prendre cette route. Il n'y a pas une armée au monde, que ce soit l'armée américaine, israélienne ou française, qui ne s'arrange pas pour que ce type parle et dise où est la mine. Je dirais qu'à la limite, ce type de torture peut être comprise dans le feu de l'action. Le drame, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous faites parler le type sur son réseau. À ce moment-là, vous ramassez le réseau. Vous interrogez le réseau. Vous continuez, vous vous habituez, vous y prenez même du plaisir et vous devenez un tortionnaire nazi. Et donc c'est ça qui est absolument terrible de la... C'est l'engrenage. C'est l'engrenage. C'est-à-dire que autant, j'ai pas de jugement à porter, mais je peux comprendre, je vous dis, un sous-officier, un jeune sous-lieutenant, il sait qu'il y a une mine, il faut la trouver, sinon on saute, on meurt, et tous les gens dont on a respecté, on meurt, donc on a un type en face de soi, on le rudoie un peu et on veut qu'il parle. Autant le côté glacé, froid des salles d'interrogatoire, des gars qu'on passe à la flotte ou à l'électricité, est insupportable de mon point de vue dans une démocratie et mortel pour une armée et contre-productive. Parce que vous gagnez la bataille d'Alger, c'est clair, et vous vous faites tellement de haine au travers de ça que ça devient insupportable. Donc vous passez, même s'il y a la mine? Moi, personnellement, je n'ai pas été confronté à ce débat-là. Je pense que, ayant la responsabilité d'une vingtaine de jeunes, je pense que j'aurais interrogé à ce moment-là. Et j'aurais pas été plus loin. On sait où commence la torture? C'est un autre débat, mais en même temps, quand on filme le réalisme, on peut se poser cette question. Est-ce que la torture, l'armée israélienne s'est énormément penchée sur le problème? Est-ce que taper sur un homme, c'est de la torture dans un cas pareil? Est-ce que quand vous commencez à lui mettre de l'électricité ou le truc... Ou la mutilation, des choses de cette nature-là. Voilà, vous dérapez très très vite, si vous voulez. Moi, quand je suis arrivé dans mon douar, vous parliez de l'armée algérienne qui était très équipée. Moi, j'avais des harkis démoralisés. Comme on avait peur d'eux,
on leur avait retiré leurs armes, il n'y avait plus que des fusils de chasse à canoncier, et mon prédécesseur avait été abattu. C'était un lieutenant de para, d'active, et ce gars, quand il rentrait d'opération et qu'il avait tué des félagas, il défilait à cheval dans le Douar, 3000 habitants, avec un collier d'oreilles qu'il avait prélevé sur les morts. Vous imaginez la mentalité des mères, des fiancés, des pères, voyant ça. Moi, j'ai tout de suite réuni les responsables du Douar, dont je pensais qu'un certain nombre étaient pro-FLN, et je leur ai dit, je ferai une guerre d'hommes, je me battrai durement, il n'y aura jamais de torture, il n'y aura pas de viol, et vous me direz si le moins du monde, et je sanctionnerai, il y a ça. Et j'ai découvert les derniers jours, quand on est parti, que le FLN avait une cache avec un fusil mitrailleur à un endroit où je montais régulièrement à cheval dans mes heures de repos, donc ils auraient pu me tuer. Donc je pense que je l'ai pas fait pour ça, mais je pense qu'ils avaient complètement compris le message, qu'on se battait en homme, mais qu'on ne pratiquait pas ça. Là, on est au cœur, Maurice de Kervenel, je renvoie aussi à Bénédicte Chéron, on est au cœur des dilemmes de la guerre. Ce que Pierre Schoendoerfer montre dans l'honneur d'un capitaine, avec ce capitaine Caron, qui dit dans ses lettres, qui sont lues bien après sa mort, lors d'un procès au tribunal qu'un tente sa veuve contre un universitaire qui a bafoué la mémoire de son époux, ces lettres lues au prétoire montrent un homme qui prend sur ses épaules le poids d'une responsabilité qui le dépasse. Et voilà, je ne sais plus exactement quelle est la formule, mais il demande à la République pourquoi la République l'a abandonné dans cette tâche, l'a laissé seul face à des responsabilités très très importante et qui n'était que celle d'un capitaine isolé dans les Djebel et pas celle d'un officier pendant la bataille d'Alger qui était encore plus lourde et probablement plus violente. Donc on est vraiment dans cet isolement du chef seul face à ses responsabilités et Pierre Schoendoerfer était très sensible à ça. Et si vous voulez, je vais donner un autre exemple, je dirais, du côté très difficile de la démocratie. On arrêtait un félaga les armes à la main, et vous avez tiré dessus, on l'arrêtait les armes à la main. Comme on ne reconnaissait pas l'état de guerre et qu'on parlait des événements d'Algérie, il était transféré à la gendarmerie, il passait devant un juge, et il prenait 6 mois de prison pour port d'armes. 6 mois après, vous le trouviez en face de vous. Et donc, au bout d'un moment, l'armée et un certain nombre d'officiers, quand ça leur était arrivé et qu'ils avaient vu un copain tué, les gars qui étaient arrêtés, il y avait ce qu'on appelait des corvées de bois. Là aussi, je ne l'ai pas fait, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Qui consistait à éliminer la personne ? Consistait à éliminer la personne. Mais c'est aussi les faiblesses, si vous voulez, du pouvoir politique qui envoyait une armée faire des opérations de maintien de l'ordre dont c'était pas le métier et qui ne leur reconnaissait pas les contraintes de ce métier. C'est là qu'on mesure que les institutions ont une contrainte telle qu'elle pèse sur les choix, évidemment, des personnes. Et un homme qui était pris les armes à la main, il aurait dû être éliminé en mettant en prison 5 ans ou je sais pas combien de temps et ne pas le renvoyer en face, parce que c'était insupportable pour un officier de se faire retirer à nouveau dessus avec le type qui était ravi en face. Alors, j'aurais 2 questions pour conclure, si vous le voulez bien. La première porte sur le nouveau visage de la guerre. Aujourd'hui, on parle du retrait anticipé d'Afghanistan, à l'heure où nous parlons en ce moment. On parle beaucoup des guerres devenues extrêmement techniciennes, qui recourent à des objets, j'allais dire, des techniques. Je pensais aux IED, vous savez, quand on parle de ces mines qui sont sur les... Le plus grand public ne comprend même plus ce que ça veut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas atteint un tel degré d'éloignement par rapport à l'opinion publique dans la réalité de la guerre que c'est devenu impossible, voire inutile de filmer ? Alors, Bénédicte Chéron. Pour travailler aussi un peu sur la manière dont on montre les militaires à la télévision maintenant, et notamment dans le contexte afghan, il me semble que ce que vous dites est vrai jusqu'en 2008, jusqu'en août 2008 très précisément, lorsque 10 militaires meurent d'un coup pendant l'embuscade d'Uzbin, donc dans une des vallées de l'Est afghan, et où brutalement, les journalistes français, la télévision française s'est rendu compte que la guerre tuait encore, malgré ce vocabulaire un peu chirurgical des IED, des frappes, de cette mise à distance par les mots de la réalité de la guerre. Et c'est vrai que depuis, on voit quand même plus cette réalité de la guerre et le fait que le fantassin, quoi qu'il arrive, quand il est sur un terrain où on se bat, eh bien, il y a un moment où les balles fusent et où le risque de la mort, il est toujours présent, malgré les gilets pare-balles très perfectionnés et les appuis aériens. Donc c'est sûr qu'il y a une distance et en même temps, on a des images qui, depuis 2-3 ans, font ressurgir quand même cette réalité guerrière qu'on avait un petit peu oubliée, faut le dire, depuis la guerre d'Algérie, qui n'a surgi que très fugacement au moment peut-être de l'attentat du Drakkar au Liban en 83. Mais c'était un attentat, c'était pas vraiment, on n'était pas dans le contexte d'un combat. Mais voilà, mais depuis 2008, il y a un retour de l'image de la guerre. Alors c'est moins brutal que ça ne pouvait l'être au moment de la guerre d'Algérie, parce que c'est plus loin, c'est une armée de professionnels, c'est une armée d'engagés, c'est l'OTAN, c'est voilà. Mais je trouve quand même qu'on voit ces images guerrières et que peut-être le grand public a une meilleure compréhension de ce que ça peut être. Alors, Maurice de Kervenel, oui, c'est votre avis ? Oui, c'est complètement mon avis, mais moi je pense, si vous voulez, que le pays ne peut plus faire la guerre et c'est un signe dramatique de faiblesse. C'est-à-dire que quand on était en Algérie, on avait en moyenne 5 morts, 10 morts par jour. Aujourd'hui, on a 4 hommes ou 5 hommes et on leur fait des funérailles nationales aux Invalides avec le président de la République,
ministre, etc. Ce qui est très bien, si vous voulez. Mais je pense qu'à partir du moment où un pays ne peut plus faire la guerre, il n'a plus, dans un monde qui est régi par des rapports de force, les moyens de sa politique, et c'est la porte ouverte à la barbarie. Et je pense que c'est quelque chose d'assez dramatique. Moi, j'ai écrit il y a 4 ans que la guerre d'Afghanistan était perdue, je le pensais profondément, et elle sera perdue, parce que nous ne supportons plus de faire la guerre. Alors, je ne défends pas du tout la guerre, mais je dis qu'il y a des valeurs qui méritent qu'un pays donne sa vie, et que quand on est militaire de carrière, ça fait partie du jeu. C'est comme un pilote de course automobile qui n'accepterait pas le principe de l'accident. Merci Maurice de Kervenoël. Dans ce livre préfacé par Pierre Schoendoerfer, Harkis, soldat abandonné, vous témoignez, vous l'ancien lieutenant en Algérie, vous êtes vice-président d'Hermès, président de Laurent Perrier. Je disais ma dernière question pour Bénédicte Chéron, a-t-il des ou un successeur, Pierre Schoendoerfer, vous qui êtes l'une des biographes de Pierre Schoendoerfer, c'est aux éditions du CNRS. Je vous avoue que je n'en vois pas. Même si certains se réclament de son héritage, Florent Emilio Siri, quand il a tourné L'ennemi intime sur la guerre d'Algérie dans les années, alors je ne sais plus, 2004, 2005, 2006, a dit qu'il prenait en compte l'héritage Pierre Schoendoerfer dans sa manière de montrer la guerre. Le résultat est quand même assez loin des films de Pierre Schoendoerfer, ce n'est pas très ressemblant, même si ce n'est pas du tout un mauvais film. Voilà, après, il y a peu de cinéastes à l'heure actuelle qui se penchent sur les questions guerrières, c'est quand même rare dans le cinéma français. Merci.